on est vraiment nombreux, c'est super déjà. Ensuite, je voulais vous remercier à tous. Je voulais remercier Colette pour tout ce qu'elle fait pour que ces rencontres aient lieu, pour que la poésie soit aussi des rencontres et des découvertes. Et ça, je tenais absolument à lui rendre hommage pour ça. Je m'associe bien sûr à ces remerciements. Bravo Colette, bravo. Je vais pas remercier pour les remerciements. Alors peut-être faut-il commencer par une histoire. Et les arbres parlaient encore aux fenêtres. Je recommence. Et les arbres parlaient encore aux fenêtres, et les miroirs étaient blessés. On racontait un oiseau portant la ville entre ses ailes, il en laissa l'image au seuil des rues délivrées. C'est là que le vent fut capté, le vent, où se taisaient des vœux et des voix, et c'est là que naissaient les forêts sans chemin que l'on croyait désapprises. Mais l'oiseau dont quelqu'un se souvenait commençait avec l'herbe vive et l'œuvre. Oiseau, image, ville, rue. Ces termes reviendront en leitmotiv chez Frédéric Tison. Il y en a d'autres qui peuplent bien au-delà de leur signification première et avec toute leur charge symbolique, une œuvre emplie d'innombrables références temporelles et spatiales, et en même temps une œuvre complètement inclassable. Il est impossible de définir la poésie de Frédéric Tison. Toute définition exclue, et ici, tout est ouvert. Tout juste, peut-on la considérer comme en permanence à la jointure du tangible et de l'impalpable. Au milieu de ce foisonnement, je ne peux que tenter de faire ressortir quelques lignes de force, pas forcément les plus importantes, mais en tout cas celles ayant fait le plus appel à mon imaginaire de lecteur. Le premier livre, publié par Frédéric Tison, commence ainsi « Raconte-nous à Nuo ». Comment ne pas songer immédiatement au début de l'Iliade, chante la colère déesse. Et comment s'en étonner, sachant que Frédéric Tison fera par la suite régulièrement commerce avec les dieux et les héros de l'Antiquité gréco-latine et avec ses mythes fondateurs, base, qu'on le veuille ou non, de notre civilisation si portée aujourd'hui vers l'oubli. Annuon est à la fois un livre initiatique où le prince fait successivement l'apprentissage de l'errance, de la lutte, de la lecture et du rêve. L'ordre est capital. Et un livre de tâtonnement où le poète, aux prises avec une infinité d'idées et de sensations qui se bousculent à sa porte, entre en une méditation éclatée où se font jour subrepticement les grands thèmes qui peu à peu émergeront à part entière, entrecoupés de fulgurances rimbaldiennes. À l'encyclopédie de vent, le galop des centaures, mon front que fouette branchage, galions, rames et mondes. Voici une conversation mystique avec les mages, au palais de vent contraire, ni chapeau orange, où la tulipe palpite, où rêve un garçon. De la bibliothèque d'air à la bibliothèque d'or, des larmes de brume au papier de vrai ciel, je suis lecteur mort en la bibliothèque d'or. Dans ce livre, un vers passe presque inaperçu, mais son sujet deviendra omniprésent dans l'œuvre. Je cite, « Le ciel est bleu comme un chant d'oiseaux ». Deux des livres de Frédéric Tison s'intituleront ainsi « Carnet d'oiseaux » et « Les ailes basses ». Que sont ces oiseaux? Sont-ce des alcyons, les oiseaux sacrés d'André Chénier,
dont la présence évoque la permanence et nous renvoie au rapport des hommes avec la nature et le temps. Sont-ils un lieu où l'instant trouve refuge? Leur chant est-il péant ou traîne, chant de liesse ou chant funèbre, ou bien simplement prédiction du vide? En tout cas, le chant des ailes, je cite Frédéric Tison, permet de traverser les ombres. Les oiseaux envahissent le ciel pour que les rêves puissent être remémorés. Ils jouent avec les courants, croisent à l'infini leurs traces. Si l'on dessine leur trajectoire sur une feuille imaginaire, en présence de quoi se trouve-t-on? D'un labyrinthe. Et qu'est-ce qu'un labyrinthe? Sans doute la seule demeure stable dans un monde où le seuil s'efface devant le passage. Un monde qui fait peur et où la seule manière de dompter cette peur est peut-être d'entrer dans le labyrinthe. Ces oiseaux gravent dans le ciel les lignes de l'absence. Je cite, « L'oiseau qui passe là-haut mesure notre solitude. » Symbole d'une quête réconciliant le réel et l'imaginaire, ils reviennent régulièrement sous diverses formes, bouclant la boucle. Si j'avais un jardin, j'adorerais mes oiseaux. Cependant, mes jardins sont des oiseaux dont mes pensées font des jardins. J'avais vu s'envoler des oiseaux dans les arbres ou s'y poser. Avec pour entremetteur le jardin, métaphore du paradis perdu. La perte est très présente chez Frédéric Tison, par ce qui fut ou qui pourrait être. Je cite, « Nous voyageons dans la perte. » Mais aussi lieu de l'éternel retour des oiseaux. C'est la face nietzschéenne de Frédéric Tison. La notion de temps est ici délinéarisée, à l'image de la vision des anciens Grecs. La cible est bien moins importante que le trajet de la flèche. L'oiseau va sombrer au fond de l'horizon, mais l'aile lui survit. Ainsi renaîtra-t-il par la même sorte d'embrasement. À l'image des villes-mondes de Baudrillard, on a donc ici affaire à des oiseaux-mondes. Il est un ciel où j'ai écrit l'oiseau, un toit, un air, un sol où je l'ai déposé. Son corps était du monde entier, l'encre légère. Et le chant natif qui s'en élève semble alors relié à la recherche du souffle primordial, en quête permanente et fiévreuse de l'élévation. Dis à chaque vent qui passe que tu en aimerais de plus fort, de plus vaste, de plus souple encore. Dis l'oiseau sous tes pas, dis l'aéronef dans tes mains, s'ils s'annulent contre l'image, s'ils s'anéantissent avec elle, s'ils sont trop faciles, s'ils mentent avec la douceur des plumes. Nous sommes tout proches de la métaphore poétique du poète persan Attar, cité par François Cheng. Une trentaine d'oiseaux partent à la recherche de leur roi et traversent 1000 épreuves et 1000 mondes avant de découvrir que ce souverain mythique n'est autre que leur moi profond. Tout aussi importante que le tout, l'oiseau, est la partie, l'aile, dotée de la parole en plus d'être l'instrument du vol. Messagère du désir, elle a, selon Platon dans Phèdre, reçu de la nature le pouvoir d'entraîner vers le haut ce qui pèse, en l'élevant du côté où demeure la race des dieux. Ces dieux avec qui Frédéric Tison ne cesse de dialoguer. Comme par exemple Thoth, dieu égyptien de la lune, et donc du temps, mais aussi du savoir et des textes sacrés. Ainsi, par glissement, l'aile devient l'égale de la page du livre, croisant dans la ville bibliothèque,
les villes précieuses dont parle Frédéric Tison dans Le Dieu des portes, transportant des mots qui ne sont peut-être que sable et des poèmes qui ne savent peut-être pas qu'ils sont mortels. Quant aux livres, à proprement parler, ils sont moins le lieu de la connaissance que son incarnation et sont indissolublement liés au rêve. Il lut les livres où quelqu'un existe. Or, il lut les livres où il n'existe pas, et parcourut encore tous les livres où chaque feuille rêve, et sait comme quelqu'un rêve silencieusement. Tous les livres en citations rêveuses, et toutes les pensées en variations inévitables, lorsque il n'est pas d'autre ciel, aucune ne fut négligée, ni ne fut approfondie quelques jours. Et la ville à demi morte, telle une bibliothèque de pages vaines, elle nocturne, qui meurt dans les chambres, repliée comme haute fenêtre, quand toute l'aile du mot se cogne au mur, et le noir. Il connut des bibliothèques mortes. Personnification de la beauté, les livres ont souvent un destin tragique, y compris métaphoriquement. Je cite, « Bibliothèque des villes et villes en cendres de livres ». Clin d'œil à la bibliothèque est en feu de René Char, peut-être. Dans ce livre, Char écrit « Comment me vint l'écriture, comme un duvet d'oiseau sur ma vitre en hiver ». Et il poursuit « Aussitôt s'éleva dans l'âtre une bataille de tisons qui n'a pas jusqu'à présent pris fin. » Mais cela n'empêche pas Frédéric Tison de faire allégeance aux bibliothèques, comparées aux galaxies qui, même mortes, continuent de nous éblouir. Quant aux mots, je cite, « Les mots de ces livres sont d'eau et de hasard. Fluidité, ductilité, quasi-évanescence de la pensée. » Frédéric Tison parle de l'ange de la pensée. Pascal Quignard a écrit « La pensée suppose la perte de la notion de temps. » Nous y sommes en plein. Ici, l'inscription sur la page est un mouvement lié à l'arrêt du temps. Une fois la mémoire immobilisée, le poète peut faire dire aux mots ce qui les dépasse. Ils pèsent alors le poids de ce qu'ils disent, mais aussi de ce qu'ils pourraient dire. Et leur fulgurance nous offre une clé pour ouvrir les mondes scellés des mythes et des métamorphoses. Je cite, « Ces mots qu'il écrit, comme s'il venait de sa plume, vérifier le poème qui fut en d'autres livres. » Pour Frédéric Tison, les mots sont instruments de forage d'un inconnu pressenti. Sans doute est-il conscient que leur toute-puissance s'arrête là où commence, je cite, « la lente histoire des fleuves ». Il sait surtout qu'on utilise les mots pour parler de choses qui, par définition, leur sont antérieures. Il faut donc, et c'est là la difficulté, réveiller des émotions plus vieilles que le langage, convoquer à la fois le primordial et l'archaïque. J'ai tant perdu dans l'orphée des nuits pour y saisir une ombre plus que femme et musique, si belle dont on croirait qu'une flamme la dessinait avec l'or complice des nuits. Je reviens avec des bribes de pensée, une bouche me recrache avec ses voix, je reviens avec des neiges et des regards, je reviens avec l'enfer comme une pierre, j'emporte avec moi tous les instants, sinon toute la perte. Ceci explique, entre autres, que Frédéric Tison écrive le mot poème avec un tréma, comme cela s'est fait jusqu'au XIXe siècle. Parce que toute parole, nous fait-il comprendre,
conservent le souvenir d'une langue morte. Et donc, le langage de Frédéric Tison ouvre une nouvelle piste. Ces personnages, réels ou imaginaires, sont nomades, apparaissant et disparaissant à gré. Leur compagnie fait nomadiser la parole elle-même. Le langage, sonde lancée vers le mystère, tourne ainsi autour du dualisme entre existence et disparition, à la fois en sensualité charnelle et en élévation mystique, mêlant, ou plutôt faisant succéder au lecteur de découvrir le ciment, mêlant célébration de l'être aimé, des mythes grecs, des mystères médiévaux et de toutes les métamorphoses. Et ce vagabondage au cœur du langage donne corps à une multiplicité de virtualités qui creusent le réel de ce qu'on peut appeler les aventures de la parole. Les images sont énigmes, la voix qui les décrit, parole en attente. Attente de quoi? Peut-être d'une révélation, pas nécessairement au sens religieux du terme, quoiqu'il y ait suffisamment de références aux évangiles pour que la question se pose. Révélation qui pourrait aider l'auteur dans sa tentative de traverser l'ineffable en transperçant les frontières du langage. Ce langage qui détermine tout autant un espace profondément personnel qu'un lieu de savoir avec sa rigueur et sa structure. Attention au passage, au chemin. Attention aux portes qu'il faut toujours élire. Certains exigent l'obole des clés qui gisent dans nos mains. Nous devrons défier les miroirs les plus étranges et les plus doux. Peut-être marcherons-nous bientôt sous les péristyles des arbres, où s'élèveront les fleurs, où s'échangeront le ciel et la pièce d'eau. Des fenêtres se dresseront, où seront les paysages de nos voix, qu'il nous faudra traverser et répandre. Passage, chemin, paysage de nos voix. Les lieux chez Frédéric Tison, comme les mots dont parlait René Char, savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Ils ne disent rien, ils se contentent de fournir matière à songe. À nous de pétrir cette matière et d'en faire émerger le souvenir. Une rue n'est pas une voie de circulation, ni une ville un ensemble d'immeubles. Ce sont des lieux de métamorphose, des lieux qui arpentent l'homme et ne reflètent finalement que sa fatalité intérieure. L'autre ville, où l'être aimé est parti, devient ici symbole de la perte, puis du manque, puis du désir, finissant par devenir la ville où demeure le narrateur. Le manque donne ainsi altérité à ce qui est nôtre, et le lieu devient acteur. Je cite, une rue qui te décèle, une rue qui t'écrit, la ville guettant tes lunes et tes soleils. Certains lieux, y compris au lyrique, ont des résonances si profondes qu'ils semblent dissoudre nos propres frontières. Comment ne pas sombrer dans cette rue noire? Comment n'y pas égarer tes astres? Le temps fait de toute pierre de la rue ton image. Tu mêles à tes bras sourds des bois d'or, des cornes douces, autant d'air, d'ébauche, de mystère, éventrant les épaves. Devines-tu maintenant celui qui passe et te voit sans regarder tes regards? On dirait que tu œuvres au sein des tristesses et des rêves, parmi les miroirs. Je parle de tes yeux où veillent des planètes, des soleils. Mais en fin de compte, où se trouve le lieu? Dans la fresque changeante que sont les villes, les rues, les portes, ou dans l'intime rehaussé d'images, de reflets, de fragments de mémoire, ou de rêves échappés du passé. Et dans ce cas, la mémoire est-elle le lieu, ou plutôt un condensé de ce que nous voulons avoir eu lieu?
Frédéric Tison lui-même ne serait-il pas lieu? Un lieu à la fois de palimpseste, le disparu sur ce qui reste, et de rémanence, ce qui reste quand le tangible a disparu. Quoi qu'il en soit, le territoire chez Frédéric Tison s'avère être plus une fiction que le signe d'une appartenance. La meilleure preuve en est que le territoire le plus célébré est l'air, qui, comme chacun sait, n'existe pas, mais est en même temps l'immensité où tout devient possible. Et cette immensité inexistante, le poète la nomme, pas forcément pour la faire exister, mais parce que toute chose doit être hissée vers son nom. Rien n'a de nom que le masque d'ombre, qu'un Dieu anonyme contemple. Rien n'a de nom que le masque d'ombre, qu'un Dieu anonyme contemple. Au haut du ciel, des noms brisés. Le monde est tombé en attendant le nom vrai. Il est mort 1000 fois sous le regard des fleurs. Et l'atroce beauté du ciel a chanté. Je lancerai des noms des parapets de ces ponts que tu hantes. Ils seront se poser tout près des oiseaux, tout près d'autres noms. Frédéric Tison applique la maxime de tous les écrits qui laissent trace. En nommant, on distingue, en distinguant, on crée. En même temps, ces écrits reposent sans cesse la question de l'empreinte, de l'être aimé, de l'oiseau, du passant. Ces mots qui dénomment effacent simultanément ce qu'ils tentent de définir, comme si construisaient un château de sable tout en négociant en permanence la pérennité avec la mer. Il fut encore des noms que le nom d'un jeune homme sut retenir. Le soir, c'était le nom d'un regard, et toute la nuit en fut éprise. C'était le nom d'un vase plein, qu'un souffle faisait frémir, le nom d'un jardin, le nom d'un passage, le nom d'une ville, le nom d'un autre jeune homme, au captif, le nom d'une main. Jusqu'au matin, où les fleurs étaient lourdes, où l'air bleu chantait, lorsque les herbes ployaient, les parfums retentirent, où les calices étaient brisés. Face au non nommable, il faut donc ne pas écrire tous les mots qui viennent à l'esprit, mais développer du silence, pour ne choisir soudain que le mot non le plus esthétique, non le plus évident, mais celui qui nous donnera l'accès au signe, celui qui est justement au bord du non nommable. Que signifie donc ici nommer? Tenir le cap, malgré ou avec, la perte et le manque, sans oublier de dialoguer avec la profusion et se tourner vers la lumière. Les porte-paroles du poète sont les toits, les fenêtres, les arbres, branches plus que racines, la clairière, l'aéronef, tout ce qui répond au besoin impérieux de trouver ces terres dont je parlais plus haut. Mais il y a aussi, omniprésentes, les ombres, la voûte où dérivent les êtres sombres. Tu es l'autre silhouette au visage d'ombre, sablier d'ombre et de silhouettes. Ces silhouettes vagues à qui le poète voudrait donner vie, mais, je recite, « Celui qui passe te voit sans regarder tes regards ». Dans un arrière-monde de visions angéliques ou nocturnes, où les soleils et les lunes se mêlent au livre, des ombres fugitives effacent les écrits jusqu'au nom. D'autres sont prisonnières, embarquées vers l'inconnaissable. Et lorsque la rue verra passer la barque d'ombre, saurais-je la reconnaître parmi les autres sombres et sans rame pour nul royaume de ce monde? Sa cadence combien plus lente sur les pierres, jetée comme des vagues à mes fenêtres. Même si parfois le chant des oiseaux permet de les traverser,
Le poète se demande pourquoi nous n'en finissons jamais avec nos ombres et pose une question essentielle et sans réponse. L'ombre se brise-t-elle en tombant? Il le voudrait sans doute. Mais peut-être l'ombre est-elle la seule qui nous aide à rénover le passé. Et peut-être que la lumière est vue également en son éblouissement, comme la geôlière de l'homme en sa nuit personnelle. Je cite, « Tu avais dans la voix des choses sombres ou claires qui ne t'appartenaient pas. » Cette lutte entre l'obscur et l'éclat est finalement sans vainqueur apparent. Cité de pénombre, haut et bas château de choses, il t'arrive de dormir dans des étages de lumière au-dessus de l'ange, et c'est l'ange asymétrique de la ville. C'est là que tu n'as Dieu que pour les ombres. Je parle des ombres que tu traques, que tu inquiètes, que tu fais fuir lorsque tu ouvres les toits. Mais l'un est espéré tandis que l'autre est existant. Échille l'a dit dans les Suppliantes. Les voies de la pensée vont à leur but par des fourrés et des ombres épaisses. Nous errons dans l'obscur, c'est-à-dire dans la nuit du poème. L'obscur qui devient un temps abstrait, à la fois miroir et trou noir. L'obscur dont les déchirures qu'il inflige peuvent nous offrir mort et silence pour une belle renaissance. On pense ici à Georg Trakl, image inversée de Frédéric Tison, de par sa fascination pour la déchéance et la mort rédemptrice, mais son jumeau lorsqu'il donne aux ombres le pouvoir d'alléger notre douleur en la métamorphosant. Comme Prométhée pour le feu, le poète va donc tenter obstinément de dérober la lumière qui se dissimule dans le noir. Réussira-t-il? Peu importe. Il aura au moins foré cette ténèbre qui est peut-être l'énigme des origines, au risque de se blesser. Quant à la lumière, qui n'existe que parce qu'elle donne existence à ce qui n'est pas elle, il apprendra que plus elle est vive, plus elle aveugle, rejoignant en cela la perfection du noir. Jean de la Croix l'avait exprimé en son temps. Ainsi existe-t-il une nuit interne à la lumière qui a pour vocation de révéler par elle-même que son intériorité est lumineuse. Cela ne peut apparaître qu'à celui ou celle qui accepte de ne faire qu'un avec elle. Nous sommes tout proches d'un mysticisme qui affleure plusieurs fois dans l'œuvre. J'habite l'aile aux tempes d'un jeune Dieu. Mon visage ruse au sein de vents contraires. Je suis celui qui passe et dont les ombres s'éloignent jusqu'à ce que lui-même soit l'ombre. On retrouve ainsi chez Frédéric Tison un cheminement qui s'inscrit dans les pas d'Héraclite, référence des mystiques, par l'incessant mouvement qui anime les choses et simultanément l'élément permanent qui en constitue le fond, le langage de Frédéric Tison réglant les contraires. Je cite, « J'appellerai les paysages construits une à une tes ruines. Pour une meilleure appréhension du devenir dans l'être, plus que du devenir de l'être. » Je cite, « Ton visage éclairera les rivières si le lieu demeure la source ou devenir. » Il se place également dans le sillage d'Hildegarde de Bingen et de sa cosmologie où oiseaux, vents, éléments sont en perpétuel mouvement, vision cosmique où la trilogie corps-esprit-âme est prépondérante. Comme disait Hildegard de Bingen elle-même, le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Quant à son verbe, qui pourra parfois sembler hermétique, il fait étrangement penser à l'alphabet secret de la mystique allemande par lequel elle correspondait avec ses disciples. Voilà au fond
Frédéric Tison nous fait comprendre que la création poétique ne peut exister que par les ombres et les métamorphoses. Alchimie incessante où la transmutation ne donne jamais le même résultat. Œuvre perpétuellement inaccomplie en quelque sorte. Et quels sont les acteurs de ces métamorphoses? Les mots, bien sûr, dont nous avons déjà parlé, les mots qui, je cite, métamorphosent dans nos regards la forme des objets et des états qu'ils désignent. Et donc aussi les regards. Est-ce le courant qui rend différentes les eaux du fleuve d'Héraclite ou le regard que nous portons sur lui? Est-ce simplement de voir les choses qui leur donnent existence? Ou bien faut-il avoir été par elles traversées? Les lieux métamorphosés par nos regards glissent les uns devant les autres. Le chemin qui est nôtre serait-il pavé de nos regards? Hypothèse hardie que fait sienne Frédéric Tison lorsqu'il écrit que lui s'entr'ouvre ou que le paysage reste enfermé, cela est l'affaire de notre seul regard. Rejoignant ainsi Novalis, qui écrivait « Ce qui passe pour réel ne devient poésie que par la force brisante du regard. » Regard indispensable à l'homme pour lui permettre de traverser les apparences. Jadis, je contemplais Ulysse dans un port de mer, et le soleil accomplissait la brume d'où toutes ses pensées naissaient. J'étais un voyageur parmi les coffres, écoutant les voiles, hissés dans les clameurs. J'étais spectateur de la geste d'Ulysse, et son navire était une personne dans le silence jaune. Et donc, importance capitale des images que Frédéric Tison fréquente assidûment. Je citerai deux phrases. Tes pensées sont peuplées de miroirs où quelqu'un te regarde et où un message éveille. Je serai le miroir qui corrigera l'absence. Mais son goût de l'ellipse et de l'allégorie rejoint l'antique volonté de se dégager de l'image pure. Certaines images emprisonnent. Je crois à ta nuit lorsque dans un château, captif de grilles, j'aperçois par les fenêtres ces arbres où veille l'ombre d'oiseaux qui se taisent. D'autres libèrent. Le cloître où tu resplendissais nu et blanc était le rythme des ailes de tes mains, leur mouvement sur l'herbe parmi les dalles, et ton haleine claire, douce, accompagnait le chant jaillissant de ta bouche, chapiteaux, voûtes, herbes et fleurs, comme milliers d'anges pour dire ton image. Le vent était ton souvenir, et je mourais de soif auprès de la fontaine, où rêvait ton image, où passa ton image. Frédéric Tison est fidèle à la pensée d'Aristote, pour qui le problème est la valeur d'usage à laquelle les images, qui ne sont pas apparences, sont soumises. Le rêve joue donc le premier rôle. Il marchait encore tout à l'heure à grands enjambées, dans la nuit de la ville, près des portes fermées. Il faisait beau dans le ciel noir et pacifique. Il était le nuage. Il était 1000 songes, et nul de ces songes n'était le sien. Voitures d'ombre, murmures de fenêtres alentour, et 1000 alarmes chuchotées. Il traversait une rue vide, et de pierre et d'eau glacée, rapidement, sans y penser, allant à la demeure constellée. L'homme dort en la haute chambre. Il m'a semblé entendre l'heure, et la feuille des hivers et des étés se froisser. Ai-je rêvé encore son sommeil? Il brûle inachevé, et son passé. À rapprocher de Bachelard, qui disait « On n'a jamais bien vu le monde si l'on n'a pas rêvé ce que l'on voyait ». Mais qu'est-ce que le rêve ici? Ne serait-ce juste qu'un regard, on y revient,
posé à un instant donné, un regard qui dispenserait l'ailleurs en évitant de se focaliser sur le seul point de fuite. En tout cas, Frédéric Tison ressent la nécessité impérative de convoquer et de sonder les archaïques puissances de l'imaginaire et du passé pour trouver un semblant d'accord avec le temps d'aujourd'hui. Il n'est donc pas étonnant que le poète, exégète des mythes grecs, ait de plus étudié l'ancien français, et se plaçant sous la bannière poétique des troubadours, et en particulier de Rimbaud d'Orange, qui se disait chantre de la fleur inverse et poète licorne, la licorne symbole de pureté, n'ait pas hésité à effectuer une superbe traduction d'un des plus beaux textes médiévaux qui soit, Le lait de l'ombre de Jehan Renard, œuvre du XIIIe siècle, dont il dit en son introduction: au XIIIe siècle, la fine amour est déjà un rêve, un jadis. Le siècle de Rutebeuf et de Guillaume de Loris rêve le XIIe siècle de Geoffrey Rudel et de Marie de France, comme le XXIe commençant rêve celui de Louis XIV. Sachant qu'au Moyen-Âge, c'est capital, l'ombre est avant tout reflet, les miroirs ne donnant une image claire qu'à partir du XVIe siècle. Dans le lait de l'ombre, ce n'est donc pas son propre reflet qu'on doit découvrir, mais celui de l'être aimé pour un être digne. À partir du XVIe siècle, nous avons été en quelque sorte condamnés à ne voir que nous-mêmes. Les images sont ainsi devenues l'inaccompli de nos métamorphoses. Quant au fin amour, il est intrinsèquement ce que Char appelait le désir demeurer désir. Et Frédéric Tison, lorsqu'il célèbre l'être aimé, se met dans ses pas. Je songe à un garçon dans une autre galaxie. Son Dieu est peut-être un regard et peut-être un écrit. Il porte mon visage et sa nuit tremble d'étoiles. Il vient d'écrire ces mots et il y parle de moi. Alchimie du désir chez Frédéric Tison. En signant ses poèmes dès son premier livre de l'appellation Récive ton désir ou Ton récif désir, anagramme de son identité, le poète non seulement se met dans les pas d'Hölderlin, qui lui inventait ses noms d'emprunt, mais nous enseigne d'une part que le poème est un alliage de mots et de lettres, révélateur d'une volonté de vision poétique globale du monde. D'autre part, que le corps en tension, c'est-à-dire le corps désirant, est point d'équilibre entre le songe et le réel. Lacan définit la figure du héros comme celui qui ne cède pas sur son désir. Qu'est ici le désir? Je cite, étonnement et mystère de cet étonnement. Souvenons-nous, nous en sommes tous d'accord, que la création poétique devrait obstinément rechercher la stupeur originelle. Le désir, seule brisure portant l'espoir d'un possible, est aussi, en conséquence, instrument de la mesure du temps. J'étends une main à travers le temps, et les lieux de mes regards, mes passages au siècle des siècles, mes membres épars, ma main, comme d'une pierre lisse, au seuil profond d'un temple de feuillage ou d'un vaisseau, et quelqu'un sur un vitrail se souvient qu'on l'aima, et cette bouche-là murmura encore une fois, et je suis au balcon et aux fenêtres des mondes, villes et montagnes, ordinateurs et calames, si je répands mon visage dans l'or des vents. Et bien évidemment, le désir est en contact perpétuel avec l'absence et la finitude. Possédant du manque, il s'origine dans ce qui se dérobe, excentré qu'il sera ensuite par rapport à sa satisfaction. Marguerite Duras l'a écrit, c'est par le manque qu'on dit les choses. Le manque qui nous fait connaître l'obscur, dont on a déjà parlé, et qui par lui nous fait avancer au centre du vertige originel. Le manque, première chose à laquelle devra se confronter l'homme naissant,
et donc source de tout voyage à compter de l'inaugural. Le manque qui va jusqu'à faire de nous des prétextes à voyage. Une fois connu son ampleur, on peut l'embarquer à la recherche de la beauté enfuie. Tout voyage, y compris intérieur, peut ainsi être considéré comme la forme première de l'absence, absence dont il est indispensable d'appréhender la dimension fondatrice. Les rues multiplient mes absences, et tu t'en souviens. Dans la ville qui fut de céréales et de vin, la farine a couleur de cendre, et ses flaques sont murmures de sang. Sont cela, en vérité, mes empreintes? Ai-je touché jusqu'à le fendre ce mur? Tu m'as suivi comme le vent. As-tu partagé mes blessures? Tu me parles d'un amour. Peux-tu encore manger dans mes mains? Mais les rues multiplient mes absences, et tu es là, les yeux ivres, à répandre ton pain. Et le désir, voyageur sans étoile, incessant mendiant entre le seuil et le passage, devient alors paradoxalement l'athanor dans lequel le poète alchimiste transmue les ténèbres en liberté. À la lumière de cela, on peut dire que l'œuvre de Frédéric Tison est tout entière sous-tendue par le désir. En particulier le livre nommé Les ailes basses, livre 2 et sur le désir, clin d'œil peut-être à Wilders. Mais quelle forme prend ici le désir? C'est là que le mot érotisme nous frôle, sans nous atteindre réellement, car trop réducteur sous son acception usuelle. Il s'agit plutôt ici d'un système de voilement-dévoilement, entraînant une fusion dans la distanciation, fusion permettant in fine la rencontre. Rencontre mettant en marche les deux puissantes machines érotiques que sont le pacte et le secret. Pacte avec l'autre, nous rendant conscients de ce que cet autre altère dans la relation. Il est ce qui vient à la place du manque, mais aussi ce qui en révèle l'existence. Secret auquel l'énigme de l'autre nous renvoie. Étymologie du mot secret, lieu à l'écart des tentations du monde, dans les désirs bien sûr. Mais l'autre n'est pas que reflet, image, comme dans le lait de l'ombre. Il est aussi voix à travers le songe. Or le songe, qui n'a pas d'objet, à la différence du rêve, c'est quoi? Une recherche qui commence par un abandon. Dépouillant le monde de son utilité, puisque sans objet, il rappelle que l'être qui se trouve en recherche d'accomplissement est avant tout une création du désir. Entre la douceur d'être et la douleur de penser, il accorde à la réalité l'inattention qu'elle mérite. Par contre, il est inextricablement lié au réel. Saint John Perse parlait des grands laits tissés du songe et du réel. Et c'est ainsi que Frédéric Tison, tout sauf poète de la réalité, est ô combien célébrant du réel, en tant que projection réfractée de l'imaginaire, grand bain d'absence mythique hors du temps chronologique. Car le temps chez Frédéric Tison est cyclique et flottant, c'est donc aux réminiscences, ce qui rend l'instant éternel en ce qu'il revient régulièrement. L'éternité n'est donc pas ici l'immuabilité, mais la perduration du devenir. Elle nous permet d'habiter l'instant qui dure et change. Elle est à la fois le perpétuel aujourd'hui et l'impermanence. Elle est la face inversée de l'éclair. La parole de Frédéric Tison déconstruit donc le temps et le transforme en une structure à la fois invisible et immensément prégnante qui le fait palpiter dans sa fixité même. L'homme dort en la haute chambre. Il m'a semblé entendre l'heure et la feuille des hivers et des étés se froisser. Ai-je rêvé encore son sommeil?
il brûle inachevé, et son passé. L'auteur nous enseigne que le temps est issu de la prépondérance du mystère sur l'existant. C'est un temps dilaté, qui rend possible la coexistence de la perte et de la joie, par lequel tout devient périssable et donc précieux. J'ai déjà parlé de l'expression répétée « ville précieuse ». Un temps qui sait distiller la mélancolie à partir d'un regard ou d'un geste. Mes vêtements accordés au jardin, lorsque j'allais sur les tapis d'herbe, mon gilet de rinceau et ma veste d'écorce n'effrayaient pas les oiseaux. Là, les statues descendaient dans les pièces d'eau, et toi dont la tête se perdait dans les arbres, comme tu régnais, je fuyais sous ton regard et mes luires, et de mon ombre même, tu faisais l'une de tes saisons. Cœur, c'est rare le titre. C'est le premier qu'on rencontre. J'aimais de lui la mélancolie claire, l'arbre de ses bras et toute l'aile de ses conversations blanches. Son cœur était plein de pensées. Et comme le sien, mon cœur plein de clarté. Le regarderai-je encore qui passait, haute et basse, collines et vallées, son pied délogeant coccinelle, papillon, toutes les ailes, elle s'envolait claire, et la lumière était sourde et chantait sa lumière pour nos seules oreilles. Je ne l'aimais pas encore, mon cœur était mon ombre encore mon tambour froissé, ma musique enfumée, mélancolique, tourbillonnante, et j'avais peur, et j'aimais en lui la mélancolie claire. Cette mélancolie importante dans l'œuvre n'est liée ni à la peur, ni à la nostalgie, mais à la conscience de notre finitude. Aristote la tenait pour la première source de création, en quelque sorte une manière de nouer une relation avec le perdu. Mais la mélancolie chez Frédéric Tison est aussi un consentement esthétique au passage du temps, à la transmutation des instants en réminiscences, images, tableaux oniriques, fil tendu entre essence et mémoire. Et je cite, « La mélancolie est un oiseau qui se souvient ». Elle est la sensation que nous touchons au primordial des choses au moment où elles disparaissent. Frédéric Tison côtoie ainsi l'irréel dans les apparences et l'invisible dans le réel, les deux faces de la présence-absence, sensation ici permanente, flottant dans l'intermédiaire comme un personnage de Chagall. J'ai employé le terme consentement esthétique et ce n'est pas par hasard. Chez Frédéric Tison demeure en constante une esthétique du disparu, Dieu, héros, châtelaine, être aimé, où se distille l'essence d'une vision dont l'unité se reconstitue dans le temps retrouvé du poème, et où le non-dit, plus que le silence, fait loi, et qui peut conduire à l'image inaccessible, telle que la voient les mystiques, se transformant alors en esthétique de l'imperfection et de l'inachèvement. L'expression « poème inachevé » revient à plusieurs reprises. Quant à l'œuvre effective, ne se laissant pas achever, elle ne peut donc être réduite à une individuation. Je cite, « Et du nom d'Adonis évanoui vient le nom qui s'évanouit dans la fumée du livre. » Frédéric Tison arpente ainsi inlassablement la zone improbable entre conscience aiguë du vivant et total abandon au passé. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'intéresse principalement à la façon dont le passé affleure perpétuellement dans le présent, vision mélancolique qui accroît la confusion temporelle. Le passé est ici interrogation bien davantage que rappel d'événements. Il est le domaine des mystères sur lesquels travaille l'imaginaire. Or, nous nous éloignons aujourd'hui toujours plus des sources du mystère. La poésie est alors le fond sacré et archaïque qui seul peut aider à retrouver le temps d'avant le langage, convoquer le primitif, travailler par superposition. Et pour cela,
entrer en contact avec la mémoire des anciens, leurs doutes, leurs secrets et leurs rêves. Ces rêves qui, avec la mémoire et la fiction, constituent le passé et dont nous ne pouvons avoir meilleure définition qu'en ce poème. On voit le gouffre que tu hantes, et d'autres arbres sont verts qui s'élèvent pour ton rêve. Et tu rêves, les fumées sont d'étranges buées où ton rêve s'abreuve, comme du soleil le sable de la mer. Et ce n'est pas tout à fait un rêve, ton rêve est plus vaste dans la mer. Lente, longues les voies que tu soulèves, et ce n'est pas encore toute la mer, et ton visage, parmi les vagues, s'il est un naufrage. Ce poème est par ailleurs, à mon sens du moins, celui qui a sans doute la plus belle résonance. Marina Tsvetaeva disait « Il y a quelque chose en poésie qui dépasse le sens, c'est la résonance ». Écho de l'appelant à l'appeler par son travail sur les sonorités, qui nous offre, ce poème, sans forcément nous ouvrir la porte, il nous offre la clé de ce qu'est pour l'auteur la beauté. Frédéric Tison ne s'interroge pas sur la définition de la beauté, mais le désir de ne se soumettre ni à la pesanteur de l'ici, par l'adresse primordiale aux oiseaux, ni à celle du maintenant, par l'évocation répétée des mythes antiques, participe à l'évidence de sa relation à elle. Beauté liée à l'éphémère et aussi à la génération, surpassement des vicissitudes du monde. Nous sommes en plein dans l'inactuel nietzschéen. Beauté soumise au vide, à ce qui se défait, à cette impermanence qui devient gage d'une extase sensuelle et mélancolique au milieu du monde, flottant des désirs. Beauté suscitée par la quête inlassable de l'innommé et de l'insaisissable. Je cite, « Voici l'ombre où la beauté te trouve, je répète, voici l'ombre où la beauté te trouve, et tu ne la vois pas quand tu crois l'avoir touchée. » Quête vaine qui nécessite pour au moins conserver un sens de s'abandonner à la musique du langage et aussi, comme dit Nietzsche, d'apprendre toujours plus à voir le beau dans la nécessité des choses. Il y a bien sûr le risque d'une beauté hors de toute vie, préoccupée seulement d'elle-même. À t'entourer de beauté, négligeras-tu le monde ? Demande le poète à Adonis, archétype de la perfection esthétique. Mais justement, la vie de haut désir d'Adonis lui permet d'accéder à tous les possibles. Je cite, « Peut-être printemps, été, peut-être automne et peut-être hiver, peut-être semeur et peut-être moissonneur. » Alors la question se pose. Accéder à tous les possibles, cela est-il équivalent à l'expression d'Hölderlin « habiter poétiquement la terre ». Frédéric Tison, dans une étude sur le poète allemand, parue dans le numéro 43 des Hommes sans épaules, dit ceci. « Habiter poétiquement la terre, n'est-ce pas tout d'abord une donnée, un fait, un constat? N'est-ce pas une proclamation? N'est-ce pas par extension ce savoir lui-même? Ce savoir qui consiste à dire « c'est là notre sort à nous autres hommes ». Oui, n'est-il tout d'abord de prendre conscience que nous tous, habitons poétiquement sur la terre et de se rendre compte qu'il ne peut en être autrement. Mais il ajoute une donnée capitale. Les vers d'Hölderlin ne disent pas que chaque homme est poète, et ou tente d'être poète celui qui exprime, en qui s'exprime, l'esprit de cette habitation poétique du monde, et le poème est d'être la révélation de cette habitation. À la lumière de ces mots, on peut considérer qu'honorer la beauté du monde ne suffit sans doute pas pour être poète, mais qu'elle est en tout cas une nécessité. Ta beauté, non point si tenace qu'elle se calme aux portes des villes et des palais, ta beauté plus forte contre le vent, ta beauté. Et ce n'est bien sûr pas un hasard si ce syncrétisme revendiqué avec la beauté se traduit par une relation très forte avec les autres arts, en particulier avec la peinture, proximité avec des peintres aussi différents que les miniaturistes médiévaux,
Claude Gelée ou James Ensor, ainsi que par ses nombreuses collaborations avec divers plasticiens, peintres, graveurs, photographes, l'art en général étant ici considéré comme une utopie de transformation intime. À quoi finalement sommes-nous confrontés? À une œuvre affûtée au tranchant de l'absence et du perdu, et en même temps un désir permanent d'élévation, marche obstinée à la fois vers l'infime et l'infini, les deux intimement mêlés dans toute l'eau lente et légère, celle où tu ne t'es pas encore connu. L'imaginaire de Frédéric Tison n'invente pas, ne déserte pas, il recompose le monde. Sa poésie manifeste la plénitude de la vie dans le jeu tragique entre l'harmonie apollinienne et le désordre dionysiaque. On l'aura compris, le confort n'existe pas quand on lit Frédéric Tison. Il chevauche une monture blessée qui s'appelle le langage et l'amène parfois très au-delà de notre perception première. La forme prend toute sa place dans cette démarche. Les polices de caractères, gras, italiques, capitales, s'entrechoquent. Les ponctuations explosent, parfois en des endroits inattendus, nous forçant à remettre en question nos évidences grammaticales. La résonance elle-même dont nous parlions précédemment est parfois syncopée, dissonante. L'objet s'éloigne du sujet, sur la page, mais pas seulement. Certaines constructions de phrases, venues d'on ne sait où, nous laissent assoiffés, le poète nous mettant au défi de trouver la fontaine adéquate, et en proie à une fascination quasi chamanique. L'autre chemin est sans chemin, disait Maître Eckhart. Ici, on marche vers l'insu. Les réflexions du lecteur sont sans cesse empêchées de se dérouler linéairement. Elles ne peuvent que tenter de rattraper le poème qui lui-même essaie de les semer, se laisse frôler pour bifurquer à nouveau sans prévenir. Un poème devient poème lorsqu'il cesse d'être une suite de vers pour devenir autre chose dont on ne sait pas ce que c'est. Frédéric Tison nous fait devenir, presque malgré nous, lecteurs de lenteur dans la bibliothèque d'or. Mais serons-nous capables, nous lecteurs, de consentir à notre propre métamorphose à la lecture de cette œuvre? Et si oui, serons-nous disponibles? Si nous le sommes, il nous faudra entrer à fond dans cette écriture de l'intervalle, puis s'en éloigner, puis revenir, mais plus au même endroit, et on n'est plus le même. On a juste passé un cap essentiel, celui de l'hermétisme, au sujet duquel on pourra dire, comme Jacques Dupin à propos de Char, son questionnement ouvre dans les parois de la nuit qui le détient, les brèches par où s'engouffre et se fortifie la lumière. Et on aura compris que le langage de Frédéric Tison, parfois difficile, met un baume sur les plaies que l'oubli du mystère trace sur la langue. Le philosophe Giorgio Agamben a écrit « La poésie est une opération dans le langage qui désactive les fonctions communicatives et informatives pour les ouvrir à un nouvel usage possible. » Dit autrement, à lire Frédéric Tison, on se prend à rêver d'un monde où le primordial serait le discours poétique au-delà de toute autre préoccupation. Je ne sais pas si l'écriture apporte le bonheur à Frédéric Tison, mais je citerai Foucault. Ce n'est pas l'écriture qui est heureuse, c'est le bonheur d'exister qui est suspendu à l'écriture, ce qui est un peu différent. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Frédéric Tison, nourrie du lointain passé, nous précipite en devenir, nous invitant à nous mettre en quête des mystères qui nous fondent, quête à la fois infructueuse et indispensable. Alors peut-être parviendrons-nous à, je cite, ouvrir d'un doigt délicat les ailes de l'oiseau noir aux yeux clairs, obscurs et lumière, une dernière fois mêlés. Je vous remercie. Autant de correspondance entre le poète et le peintre dans l'invitation à J'en suis très heureux parce que je peux peut-être juste commencer par dire quelque chose. Voilà, Oui. c'est bien. Comme il est question du temps, que ce soit d'ailleurs de ce dont nous a parlé Damien Boron tout à l'heure,
mis du temps Plus fort, dans mes livres, plus fort. donc le temps, la notion du temps, on peut, je trouve, penser au mot histoire, qui a deux sens, l'histoire en tant que narration, bien sûr, et l'histoire en tant qu'image, historia, les manuscrits historiés. Et alors, bien sûr, il y a aussi des images dans les livres, il peut y avoir de la narration dans les images, et je trouve que voilà, ça pouvait être... je pense qu'il y a vraiment une vraie passerelle qui peut exister entre, donc, bien sûr, la poésie et les arts plastiques, et pour ma part, vraiment, c'est une évidence, et voilà, dès que j'ai pu avoir l'occasion d'en faire, D'où l'intitulé donc de ton livre, Le Dieu des portes, Histoire et non pas poème. Oui, le sous-titre c'est Histoire en peu de phrases, absolument. Donc oui, ça fait référence à la fois à la narration et à l'image. Sachant que l'image peut être une image dans le langage et sur un support, une toile ou un papier. Tu as toujours écrit? Toujours, c'est un grand mot, mais oui, depuis mon adolescence, et puis plus sérieusement, je dirais, en tout cas après des imitations lamartiniennes et baudelairiennes de l'adolescence, oui, à partir de 18-19 ans, j'ai commencé sérieusement, avec beaucoup de guillemets bien sûr, mais en tout cas avec l'idée d'en faire des livres, d'en faire des poèmes que je présenterai ainsi. Mais j'ai attendu quand même assez longtemps avant de proposer cela à un éditeur, j'ai attendu 30 ans. Et parce que voilà, je considérais que j'avais besoin, pour moi, de temps, on n'est pas tous Rimbaud. Mais et pour ma part, c'est vraiment, je pense aussi que il y a, dans l'écriture de livres, il y a tout de même des choses que l'on ne peut pas dire avant d'avoir atteint un certain âge peut-être, ou d'avoir certaines expériences. Et puis il faut dire aussi que, là je parlais de Rimbaud, mais nous écrivons, enfin en tout cas les poètes écrivent, après que Baudelaire a écrit, après que Mallarmé a écrit, après que Rimbaud a écrit, et j'ai oublié tous les grands poètes du XXe siècle, parce que il y a eu de très grands siècles de poésie, mais le XXe siècle c'est un des plus grands. Alors nous arrivons après, pour ma part je prétends moi-même publier des livres de poésie, après tous ces grands noms, après tous ces textes, mais encore une fois, alors il ne s'agit pas du tout d'une fausse modestie, ni de je ne sais quoi, c'est juste considérer que, comme de toute façon toutes ces écritures sont différentes, que si on compare celle de Mallarmé et celle de Rimbaud, ça n'a rien à voir, si on compare Henri Michaud et Saint-John-Père, ça n'a rien à voir non plus, et Pierre-Jean Jouve et Reverdy par exemple, encore une fois, ce sont là des poétiques très différentes, qui font que pour ma part, je ne suis pas, comment dire, tétanisé devant un modèle, et que je crois que voilà, chaque voie est possible. De toute façon, il faut laisser venir les images. Donc si on laisse venir les images, si on laisse vraiment venir les images, à l'exclusion de toute autre chose, on est, j'ai envie de dire, par le fait même, entre guillemets, débarrassé, c'est un vilain mot, mais de toute influence. Parce que les images qui viendront, ce seront les nôtres. Si elles correspondent avec d'autres, à la limite, nous n'y sommes pour rien. Mais si on les laisse venir, si on les convoque, c'est autre chose. Mais si on les laisse venir, si on est dans l'abandon, voilà, je pense qu'on peut arriver je pense qu'on arrive à ça. Alors après, effectivement, les lecteurs, peut-être même davantage que nous encore, pourront nous dire « Ah, ça me fait penser un petit peu, vous êtes dans la filiation 2 ». Non, pas dans la filiation. Oui, mais non. Oui, objectivement, si les gens comparent, mais non dans mon fort intérieur. On est forcément nourri. Aussi des images à liées avec une pluralité d'images sans nous en rendre compte. Sans en rendre compte, on ne va pas nous dire justement parce qu'elles ont circulé, parce qu'elles ont voyagé, elles nous arrivent celles qui nous arrivent, on les prend pour les nôtres, mais elles aussi, elles se sont appelées en de toute façon, on nourrit de quoi d'abord, effectivement, d'images qui peuvent nous venir dans nos rêves, dans nos pérégrinations, mais aussi nos lectures, bien évidemment. Bien sûr. Et même il n'y a pas une image qui est vierge, je veux dire. C'est la base même celle qui nous arrive. Oui. Il n'y a pas d'image vierge qui soit une pure production de nous-mêmes. Oui. Si, ça arrive quand même. Enfin, bon,
Je On ne pense sait que pas. À la limite, quand elles arrivent, Ce serait le vide. on peut penser qu'elles arrivent directement, mais qu'elles ont été peut-être influencées par. Peut-être qu'elles arrivent directement aussi. À ce moment-là, ça c'est un gros mystère, hein, pour moi. Enfin, pour moi en tout cas. Mais je crois que l'image pure, l'image vierge, ce serait le vide, c'est-à-dire le service. Après, bon, je crois qu'on est peut-être pas tous pareils là-dessus. Oui? Quand vous parlez du nom, le nom c'est la définie. Mais est-ce que la poésie a pour rôle de définir ou de créer des métaphores qui tournent autour de ce qui évoque mais qui ne censurent pas d'un nom? Écoutez, je ne sais pas, je vais de. Frédéric Tison vous répondra aussi, je pense. Pour moi, elle n'est surtout pas pour définir. Alors ça, c'est non. La poésie, pour moi, ne définit pas. Après, la deuxième partie de votre question, c'était quoi? C'est un ensemble. C'est-à-dire que la poésie ne peut pas comporter de noms qui définissent, mais la poésie est par essence un langage de métaphore. Donc, quel est le problème du nom? S'il y a métaphore et poésie, le nom est-il vraiment nécessaire? Qui définit? Ça, alors là je crois que là, c'est très propre à chaque poète. Alors là, je ne peux parler qu'en mon nom. Je pense que pour moi, une définition, bon déjà, pour l'œuvre de Frédéric Tison, si on définit une œuvre, une définition exclue, la poésie est, pour ma part, devrait être au moins l'art le moins exclusif qui soit. Pour ce qui est des métaphores, alors là, c'est très variable. Là, moi, je pense que bon, les métaphores est quelque chose d'important. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire. Parce qu'une métaphore, c'est pas uniquement appeler la lune, la Phocidon dans le champ des étoiles, c'est très beau, mais bon, on peut essayer de trouver autre chose aussi. Par exemple, un exemple très simple, excusez-moi. Un poème d'Alfred de Musset, La Lune comme un point sur un i, Oui. c'est suffisant comme définition. Non, mais tout à fait. Mais je veux dire, sur la Lune, on peut. C'est ouvert, quoi, je veux dire. Ce n'est pas une obligation. Pour moi, ce n'est pas une obligation. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas dire. S'il n'y a pas de métaphore dans un texte, je ne veux pas dire que ce n'est pas de la poésie. Ça dépend de beaucoup d'autres choses. il y a des poètes qui refusent la métaphore, n'est-ce pas Bernard? Justement, je Mais pensais quand à toi. même, le poète Borges qui utilise complètement le nom. Il dit tout est compris dans le mot lune. Oui, non mais absolument. Et en plus, entre ces deux extrêmes, je dirais qu'il y a tout un éventail de possibilités offertes. Parce que c'est ça, c'est ouvrir le champ des possibles. Tout est du moment qu'il y a quelques petites choses, peut-être que je dirais incontournables, qui est quand même un minimum de résonance, un minimum de sortie du quotidien. Il y a des poètes du quotidien, Oui, non, mais Ça des poètes du quotidien, c'est difficile. pas toujours, mais C'est difficile parce que on est sur la réalité. La réalité et la poésie, est-ce que ça fait bon ménage? Je ne sais pas. Le réel, oui. C'est tout à fait autre chose. Attention. Après, il y a des actions du quotidien qui peuvent amener dans la poésie des réflexions qui en sont de la poésie pure. Mais ça, il faut avoir déjà un certain talent. Voilà. Moi, je peux rajouter que si pour moi non plus, bien sûr, la poésie n'est pas la poésie n'est pas pour moi synonyme de définition, etc. Bien sûr, elle ne définit pas. Sinon, en fait, bon, elle serait simplement descriptive, de toute façon, ce qui ne serait pas intéressant. Et le fait qu'elle s'appuie sur des mots, donc des lettres, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme quelque chose de presque matériel. C'est-à-dire que c'est du son, c'est quelque chose qui sort de nos bouches. Mais pour quelle raison et en direction de quoi? En direction d'une chose qui existe, qui est au monde, hein, et qui avait peut-être besoin aussi d'être nommée ainsi pour mieux exister, non pas pour exister en elle-même, après ce sont d'autres choses, là ça dépasse la métaphysique, mais en tout cas pour exister pour nous, pour qu'elle revienne peut-être mieux au monde, pour qu'on comprenne mieux notre relation avec elle. Et en cela, moi je trouve que métaphore ou pas, on
peut parvenir, quelle que soit la poétique, à des résultats semblables, dans la mesure où, si le poème est réussi, il est en rapport avec quelque chose de vécu, et de vrai, et de sensible. Par exemple, je peux Oui. rajouter quelque chose? Ah bah bien sûr. Parce que dans le surréalisme, là, la vision du fantastique sort de la nature, du vu dans l'immédiat. C'est l'immédiateté de l'instant. Et par exemple, au sujet de la métaphore, de ce que la poésie peut être symboliste en quelque sorte, et même éclater le paramètre du symbole, c'est-à-dire crever l'écran, comme dans le surréalisme. J'ai un petit passage qui me revient à l'esprit d'un poème d'André Breton. Sur le pont, la rosée à tête de chatte se verse. C'est une image un peu incongrue, mais en fait qui rejoint un stade de surprise, donc assez enfantin, un stade assez enfantin de ce qui peut éclater de naïveté dans l'immédiateté de l'instant. C'est aussi ça la poésie. C'est aussi ça. Voilà, c'est aussi ça. Michel. Il y a une chose dont j'aimerais entendre parler, de la voix de Frédéric, qu'elle part dans l'écriture et donc dans la voix du poème, quand elle se forme, revient en fait à la musicalité de la langue, à la part donc, sonore. Parce que moi j'ai remarqué aussi que dans sa lecture même, on retrouve quelque chose d'espèce de clarté qui est dans le texte. Mais j'aimerais savoir si son attention est toujours portée sur la part justement musicale de la langue, sur le rôle des consonnes par exemple et des voyelles, sur toute une part intuitive qui est d'ordre musical. Il faudrait rappeler la fameuse phrase de Mallarmé à propos du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy quand il l'avait mise en musique. Il a dit, mais je croyais que j'avais déjà mis en musique mon après-midi d'un faune. Alors, donc, moi, je partage tout à fait cette vision du langage comme quelque chose de musical. Hein. C'est un objet sonore, absolument. Alors, auparavant, il y avait quelque chose de très simple, c'était donc la métrique et la rime. Aujourd'hui, certains peuvent l'utiliser toujours, moi ça ne me dérange absolument pas, mais certaines choses dans la pensée ont fait que, à mon avis, on doit utiliser d'autres formes. Et pour ma part, je suis extrêmement attentif, oui, j'allais dire jeu, mais pourquoi pas, jeu de sonorité. Ça peut être par exemple des rimes internes, ça j'y suis très sensible. Des vers qui ne sont pas forcément classiques. Hein. Et on peut utiliser toutes sortes de cadences maintenant dans le vers, y compris dans le poème en prose aussi, qui à mon avis lui-même doit être musical. Ce n'est pas toujours facile justement parce qu'on n'a même plus la ressource du vers. Hein, donc, ce n'est pas non plus un verset. Hein, donc le paragraphe du poème en prose n'est pas un verset. Donc encore une fois, oui, la dimension sonore, musicale, hein, est pour moi fondamentale. C'est-à-dire que, encore une fois, si un vers n'est pas musical, si un poème n'est pas musical, alors je vais dire quelque chose d'une énormité qui. Je sais qu'il y a certains poètes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais pour moi, ça ne relève pas vraiment de la poésie. Parce que la poésie, ce n'est pas avant tout chant. S'il n'y a pas quelque chose en elle qui chante, je ne vois pas son intérêt, c'est autre chose. Ça peut être un objet littéraire intéressant, hein, ça peut être. Mais ça ne relève plus de la poésie. Alors je sais bien que là, je peux être un peu. De toute façon, les Aèdes grecs chantaient leurs poèmes avant de les parler. C'est l'origine. Le chant et le poème sont liés à l'origine. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, en tant que moderne, on viendrait prétendre que ce n'est pas le cas. Et Frédéric, on peut penser aussi que ça a quelque chose de très fondamental aussi à la danse, c'est-à-dire à un mouvement du corps qui se libère.
Le son, c'est aussi ça. Un mouvement, parce que souvent on est assez statique, mais quelque chose qui s'envoie une forme du corps, qui va se déployer, se libérer, et qui va se traduire par un son. Donc c'est fondamental. C'est très juste. Je suis d'accord parce qu'en plus la danse et la musique sont liées aussi. La Parce danse que du corps, si le corps danse, Ouais, voilà. c'est aussi parce qu'il entend parfois une musique, que ce soit Mais le son, il est silencieuse. indissociable du mouvement. Tu n'as pas dansé. Je n'ai pas dansé, en effet. Mais peut-être qu'après quelques verres d'eau, c'est peut-être de la vodka, donc c'est mais qu'il y ait une part de danse dans le poème, c'est très Je juste. pense que le son, c'est la danse, c'est le mouvement du corps. La danse, la musique, le poème, c'est lié, bien sûr. C'est lié, bien sûr. On va dire qu'il y a une certaine spontanéité dans l'élan, quelquefois, de ces phrases qui viennent comme ça à l'esprit d'un coup, qui est liée justement à, effectivement, à ce qu'on veut dire à propos du mouvement du corps, oui. Il y a aussi le mouvement de la parole, on écoute directement. Une belle association de deux mots qui m'ont frappé, c'est ville précieuse. Oui, ça, J'ai beaucoup aimé cette association qui a du sens, d'ailleurs, tu pourrais peut-être développer. Et on a aussi entendu beaucoup le mot bibliothèque. Je peux expliquer, c'est pas du tout. Expliquer la poésie, c'est pas forcément la développer. Non, enfin la définir, mais là, mais ville voilà, précieuse. Bon, moi, ville précieuse, j'ai ressenti, la première chose que j'ai ressentie, bon, après la musicalité, Oui, c'est oui. ville fragile. Pour moi, ça a été étudiant. Bon, quelqu'un Oui, puisque c'est précieux, c'est fragile, c'est... Mais c'est tout de suite, quoi. C'était même pas précieux. Faut l'envelopper. Fragile. C'était dit là-dedans, bon voilà, dit dans un autre contexte, c'est autre chose. C'est pour ça que. Très très beau comme... Pas de définition, mon Dieu, pas de définition. Vous l'entendez pas. Pourquoi pas fragile, bien sûr. Moi, je sais que, bien sûr, j'ai voyagé, je parle des villes que je son cite précieux. dans les leçons des villes que j'ai visitées. Les noms des villes sont des villes que j'ai visitées. Que j'ai trouvées belles, bien sûr. Je ne peux pas parler de toutes les villes que j'en ai vues affreuses. Oui, mais ça... Mais, donc, les villes précieuses, c'est aussi celles où je suis passé, où nous passons tous, et que nous sommes obligés de quitter. Quand on quitte quelque chose, ça devient précieux aussi. Voilà, c'est le fragile. Alors fragile, précieux, ça peut être aussi parce que ce sont des villes d'art, Oui, précieux, c'est des encore villes plus... à l'architecture magnifique. Oui, c'est ça. Fragile. C'est le temps qui est fragile, c'est le temps qui est précieux. Donc une ville, c'est la forme de la ville de Baudelaire là, qui change plus vite, hélas, que Fernand Hortense. Mais et justement, nous y sommes là, nous le voyons, on a moins de transformation du temps d'Haussmann, bien sûr, mais tout de même, il y a quand même des immeubles qui se créent partout, une signalétique différente dans les rues, une façon différente. Moi, par exemple, j'ai remarqué à Paris quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est la disparition, peut-être programmée, j'en sais rien, en tout cas évidente, des bancs publics dans les rues. Que des bancs publics, il y en a de moins en moins, alors il y en a encore, hein. Mais alors ça veut dire qu'on imagine maintenant, je ne sais pas si ça vient d'une vision, on est sur une vision un peu, mais c'est comme si on imaginait maintenant que l'on ne peut plus se poser dans la ville, s'arrêter, faire halte, que tout devait circuler comme ça, et circuler pour rien d'ailleurs, parce que c'est la vitesse, enfin décervelée qu'on connaît bien, qui n'aboutit pas à grand chose, et ne pas pouvoir s'arrêter, ne pas pouvoir s'asseoir, et je l'ai remarqué ça un peu, et ça fait quand même bien 20 ans que j'habite à Paris. Et j'ai remarqué cela. Il y avait des endroits où je pouvais m'asseoir un peu plus. Pour moi, c'est un exemple parmi d'autres, mais je trouve que cette disparition-là fait que l'espace même de la ville a été modifié et qu'on est obligé de la traverser sans pouvoir la regarder. Voilà. Oui. J'avais une question pour l'apparition des images. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt comme l'écoute de quelque chose qui est déjà là? Est-ce que c'est une recherche active ou est-ce que c'est une construction? L'image, c'est ça? Oui, par rapport aux images et l'apparition des images dont il était question tout à l'heure. Sur comment ça vient finalement? Est-ce que c'est comme une découverte de ce qui est déjà là? C'est difficile. Une recherche carrément une construction? Comment tu dirais? Une
construction, pas vraiment parce qu'il y aurait l'idée que ce serait artificiel, alors c'est pas ça. C'est le mystère. Ça vient de, alors le mot peut-être un peu énorme, mais pourquoi pas, une sorte de révélation, un bouleversement, quelque chose qui s'impose comme étant une évidence. Il y a des images comme ça qui viennent et qui expriment mieux même qu'une définition justement, et qui s'imposent comme étant, comme relevant du sensible, du vrai. Je dirais que cette révélation, c'est déjà sous forme de langagière, ou c'est quelque chose qui est en... Ah oui, ça peut arriver. Oui, ça se passe à l'intérieur du langage, bien souvent. Oui. Alors, bien sûr, ça peut venir autre. C'est difficile à Ça prend exprimer, en sens, fait, mais oui, c'est comme si ça arrivait en même temps dans le regard et dans le langage. Qu'il y avait une sorte de cristallisation qui faisait que c'était une évidence. Je ne sais pas très bien expliquer ce que je dis là, mais c'est... Rilke disait laisser advenir, laisser advenir. Donc justement, laisser advenir, en général, c'est ce que tu dis. Hein. C'est d'abord là, et ensuite on le rend. Oui. Il y a Francine Caron qui veut répondre. Francine. Dans l'ordre de la révélation, l'un des vers qui m'a le plus, qui m'a touché le plus ce soir, c'est « Et ce n'est pas encore toute la mer ». Alors, j'ai blanc à peau, etc. Ça me semble magnifique. Pour ne pas parler de la présentation de janvier. Et je dirais que Frédéric est bien dans le labyrinthe, mais pas dans le dédale, n'est-ce pas? L'autre part à propos, alors étant relativement loin, je ne suis pas sûre de l'avoir parfaitement entendu. Il y avait des places devant. Hein. Oui, mais j'aime bien les lois, Jean-Luc, vous avez parlé de garde de Vienne. Alors, en ce qui la concerne, je suis au courant des grands herbiers et de la musique. Mais donc, vous avez dit, et elle, j'ai bien entendu la fin, très belle phrase aussi, le corps est le chantier de l'âme, où l'esprit vient faire ses gammes, c'est ça? C'est ça. Ah, C'est exactement ça. merci beaucoup pour toute cette beauté générale. Avec le peintre aussi. Peut-être comme il y a quand même des gens qui commencent à partir, comme il y a des livres aussi à signer. Donc je propose qu'on arrête là, à moins que vous précipitez sur les livres. Voilà. Donc je vous le rappelle, pas de séance en décembre, rendez-vous fin janvier. Et d'ici là, bonne fin d'année, rendez-vous l'autre. Merci.